C'est maintenant l'heure de la deuxième table ronde où on va parler des néophobies et particularités alimentaires chez les enfants en situation de handicap et un court petit film d'introduction pour vous parler de notre projet VGSIM à l'Institut Nutrition. Vous pouvez vous installer. Le projet VGSIM a été créé en novembre 2021 à l'initiative de l'Institut Nutrition, la fondation d'entreprise de Restalliance dédiée au plaisir de manger des personnes fragiles. À l'Institut Nutrition, nous avons à cœur d'expérimenter des solutions concrètes sur le terrain au travers de dispositifs Living Lab, qui sont des laboratoires d'innovation qui placent l'usager au cœur du dispositif. Son objectif principal est de concilier les enjeux de la transition alimentaire et ceux du plaisir de manger pour les jeunes. Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches ou les haricots rouges ne sont pas des aliments favoris des jeunes. Le PNNS et très récemment la loi Egalim nous demande d'ajouter beaucoup plus de protéines végétales dans nos assiettes. Donc c'est pourquoi nous devons absolument travailler l'acceptabilité de ces recettes en accompagnant nos mangeurs et nos chefs. La Fondation Richard accueille des jeunes au CEM, au Centre d'éducation motrice, âgés de 10 à 20 ans. Nous les recevons donc pour des temps aussi que nous souhaitons les plus conviviaux possibles au niveau du repas. Et nous avons le souci de leur bien-être en utilisant des aliments de qualité. Donc à ce titre, nous avons été interpellés par l'Institut Nutrition et nous avons été très heureux de pouvoir participer au projet VGSIM puisqu'il fait entrer et connaître les légumineuses, notamment auprès de nos jeunes. Est-ce que tu aimes ces aliments-là? Oui. Lequel tu préfères? Haricots. Adèle, haricots rouges? Ah oui. J'aime bien les lentilles. J'aime bien les carottes râpées. Et les lentilles? Les pois chiches. Donc pendant ces temps de repas, on a observé les enfants in situ, vraiment sur le lieu où ils mangent habituellement, sans rien modifier. On a observé des repas traditionnels, également des repas végétariens et de manière principale. Et puis on a aussi interrogé ensuite les enfants, les familles et les professionnels pour avoir un regard encore plus complet. Et du coup, ce qui a été très net au niveau de cette étude, c'est l'importance du goût. C'est-à-dire que les enfants n'avaient pas forcément de frein par rapport au repas végétarien, mais il fallait que les repas correspondent au goût des enfants. Il y a des règles comme ça à suivre. Et en plus de ça, il y a tout l'impact des professionnels et de la manière dont ils amènent le repas, bien sûr, qui est fondamental. Fort de ces observations, et pour répondre à notre objectif de transition alimentaire, le projet VGSIM s'oriente autour de 4 axes. Tout d'abord, sensibiliser les jeunes au travers d'ateliers de cuisine avec les chefs du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Deuxièmement, créer des recettes adaptées au goût et aux spécificités des jeunes en situation de handicap. Troisièmement, développer une formation et un guide à destination des professionnels pour comprendre l'importance de proposer des sources diversifiées de protéines végétales dans l'assiette. Et enfin, créer un logiciel pour rendre les menus plus visuels et pour faciliter leur compréhension par les jeunes. Le centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse s'implique dans la transition alimentaire et a donc naturellement accepté de s'impliquer au sein du projet VGSIM. Notre rôle est de créer des modules d'ateliers autour de l'alimentation végétale pour les jeunes en situation de handicap et de tirer des grandes recommandations autour de l'alimentation végétale pour faire accepter les légumes et les légumineuses aux jeunes. L'Institut Nutrition remercie tous les partenaires et professionnels qui s'impliquent dans le projet VGSIM et en particulier la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes pour son soutien financier. Alors merci à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette petite vidéo.
J'ai Catherine Pinet-Fernandez qui m'a rejoint sur le plateau et je vous présenterai juste après. Vous êtes la sociologue du projet VGSIM et comme vous nous faites l'honneur d'être là, on avait envie de vous poser quelques questions sur ce projet VGSIM, donc ce Living Lab mené par l'Institut Nutrition en faveur de la transition alimentaire, sans compromis sur le plaisir de manger. Vous avez été l'acteur clé de la première partie du projet VGSIM grâce à vos observations in situ. Alors, comment ça se passe, une observation in situ en Living Lab? Comment on fait pour regarder qu'est-ce que mangent les enfants, les adultes? Comment ça se passe? Eh bien, on essaie de se faire discret, sachant que dans ce type de lieu, le nombre d'enfants n'est pas très important et il y a aussi un nombre de professionnels qui est assez présent. Donc du coup, on se présente à eux et puis après, pendant tout le temps du repas, on essaie d'être le plus discret possible pour rester sur le comportement. Et par contre, j'avais précisé pourquoi j'étais là et ils étaient ravis de pouvoir donner leur avis, vraiment leur avis. Parce qu'ils n'étaient pas forcément habitués à ce que des personnes extérieures viennent pour se faire. Et je prenais du temps ensuite, à la fin du repas, pour échanger avec eux. Et au-delà des comportements que j'avais constatés, de pouvoir avoir un peu leur feedback quand ils pouvaient le formuler par rapport au repas qu'ils venaient de consommer. Qu'est-ce qu'on regarde, du coup? Qu'est-ce qu'on regarde? Les mots, les attitudes? À quoi vous êtes vigilante dans ce genre d'exercice? Alors, on regarde tout, c'est-à-dire que j'arrivais exprès avant l'installation. Du coup, je pouvais assister à l'installation, aux conversations qui avaient lieu avec les professionnels en amont, ce qui permettait, il pouvait y avoir des conversations sur le futur repas à venir, donc j'avais déjà des petits éléments. Et puis ensuite, lorsque le repas est annoncé, je regardais un petit peu quelle était leur attitude, leur comportement. Et puis également, à partir du moment où ils étaient servis, comment ils le mangeaient, ce qu'ils disaient, est-ce qu'ils finissaient ou pas l'assiette, quels étaient leurs commentaires avec les professionnels, comment aussi j'ai oublié de le dire, mais en amont, comment le plat leur était présenté. Est-ce qu'ils avaient eu accès à une présentation du plat au préalable? Parce que les arrivées sont assez échelonnées vu leur emploi du temps. Donc il y a vraiment une multitude d'éléments. Et donc ça, on leur présente ce qu'ils mangent ou majoritairement vous diriez que... Alors les professionnels font l'effort de le présenter. La difficulté, c'est que comme ces enfants ont un certain type de handicap et des activités aussi au préalable liées à la matinée, ils peuvent vraiment arriver de manière échelonnée. Donc ceux qui sont là dès le départ ont accès à la présentation du repas, mais parfois, ce qui arrive 5-10 minutes après, l'entrée est déjà servie, mais c'est lié au fonctionnement de la structure et aux caractéristiques de ces enfants-là. Alors justement, ces enfants ont parfois des besoins spécifiques. Parmi leurs besoins spécifiques, qu'est-ce qui vous a surpris, vous? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en lumière qui fera la transition toute naturelle avec notre deuxième table ronde? S'il y avait 2-3 éléments là en popcorn que vous avez vraiment notés. Alors au départ, c'est vrai que on se posait beaucoup de questions sur ce qui allait être observable. Au final, ça reste des enfants. Donc globalement, ce que j'observe par ailleurs dans mes études sur les enfants en général, je les ai bien constatés aussi. Au niveau des besoins spécifiques, je dirais qu'il y a une place de l'alimentation bien supérieure. C'est-à-dire l'importance de cette alimentation et du plaisir associé. Parce que certains en plus sont internes, donc ils n'ont pas accès à l'alimentation de la famille, en fait, tout simplement. Du coup, le fait de pouvoir correspondre à ce qu'ils peuvent apprécier au niveau alimentaire est important. La notion de texture, elle est déjà importante pour les enfants en général, avec une texture homogène qui est souvent attendue. Mais là, de par certains types des caractéristiques parfois de leur handicap, vraiment, ça dépendait d'un enfant à l'autre, mais il y avait des problématiques de texture qui pouvaient être mises en place, avec certains qui avaient du coup des textures modifiées, mais pas que, même sans texture modifiée, parfois l'appréhension, le rapport à la texture pouvait être... Chez l'autisme aussi, pareil, la couleur, l'identification des couleurs, d'avoir des teints, goûts, l'acide, etc. Enfin. Donc ça nous invite, nous tous professionnels, à vraiment monter en compétences et à accepter ces challenges culinaires et organoleptiques pour venir bien rencontrer les besoins spécifiques de ces enfants. Moi, c'est ce que j'entends depuis ce matin, en tout cas, si je devais... Tout à fait, et puis prendre les enfants pour de vrais interlocuteurs. Je me suis aperçue qu'ils étaient très à cœur d'informations. Qu'est-ce qu'ils avaient vraiment dans l'assiette? On avait vu sur les intitulés que les lasagnes végétales, ça les tétanisait plutôt en se demandant qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors quand on leur donne dans l'intitulé directement les ingrédients, ça fonctionne beaucoup mieux. Merci beaucoup Catherine. Avec plaisir. Je vais du coup lancer la deuxième table ronde. Est-ce que donc on va
encore se parler, enfin on va vraiment s'inscrire dans la suite de ce que tu as partagé avec nous là. Est-ce que tu aurais une question pour nos invités? Tu as face à toi une maître de conférence en sociologie que tu connais peut-être déjà, Amandine Rochdy, Laure Soulez-Larivière qui est diététicienne et orthophoniste, et puis Morgane Alfonso qui est chef spécialisée dans le secteur du handicap. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais leur demander comme ça? Toi, tu as la primeur de... En fait, j'ai pas de question de prime abord parce que le handicap est tellement large. Ouais. Je pense que, enfin, moi j'ai observé qu'un certain type de handicap, mais je suppose qu'effectivement d'un handicap à l'autre, les différences doivent être très très variables. On n'a pas toujours des études très précises sur les prises en charge, parce que je pense que c'est assez compliqué pour les professionnels, mis à part l'expérience et le partage d'expérience parfois. Donc, à voir s'il y a des publics qui sont maintenant mieux étudiés. Mais Amandine est là et je crois que ce que Amandine aime, c'est vraiment justement des publics très spécifiques. Donc on va voir tout ça. Parfait. Merci beaucoup Catherine. Merci. Et puis à tout à l'heure. J'appelle du coup Laure pour nous rejoindre et j'en ai profité pour vous annoncer, alors certes un petit peu rapidement, donc ici à ma gauche, Amandine Rochdy, maître de conférence à Toulouse. Vous faites des recherches, vos recherches portent sur les pratiques alimentaires des adolescents en population, des enfants et adolescents en population générale et spécifique, notamment l'autisme et le syndrome de Prader-Willi. Et ce qui vous intéresse, c'est comment est-ce que le cercle familial ou la première ligne autour de ces enfants avec des besoins particuliers va s'adapter à la réalité de ces enfants. Merci d'être là depuis Toulouse, ça se fait pas super bien. Laure, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais Laure, tu fais partie de notre conseil scientifique à l'Institut Nutrition. Tu nous accompagnes aussi dans le cadre du projet VGSIM. Tu es diététicienne et orthophoniste et tu participes largement à la formation des professionnels de santé en structure médico-sociale pour accompagner la montée en compétences et la prise en charge de ces challenges, justement pour répondre aux besoins spécifiques de nos jeunes ou de nos personnes âgées, puisque toi, tu interviens dans les deux cas. Et puis enfin, je suis ravie d'accueillir Morgane Alfonso, qui est chef cuisinier. Donc vous êtes titulaire d'un CAP cuisine et puis après un parcours traditionnel dans la restauration traditionnelle et gastronomique. Vous avez rejoint au moment du Covid la restauration collective et merci Restalliance de vous avoir permis cette transition. Et puis finalement, vous vous y trouvez plutôt pas mal et vous êtes en train de prendre toujours plus de responsabilités et vous allez devenir le chef d'un établissement qui est la Mutuelle La Mayotte dans le prochain mois, où vous allez servir plus de 200 repas par jour à des enfants en situation de handicap. Bravo et merci d'être la touche culinaire de cette table ronde. Alors peut-être que Amandine, vous pourriez commencer par nous aider à un petit peu comprendre à quel type de spécificité le handicap, mais je sais que c'est super tarte à la crème comme question, expose le comportement alimentaire en fait. Alors on peut dire, voilà, chez les enfants autistes, il peut y avoir telle chose. Voilà, brosser un petit peu les portraits et les différents types de spécificités qui vont se présenter aux professionnels qui interviennent dans le secteur médico-social. Oui, c'est une très bonne question, peut-être effectivement un peu tarte à la crème, mais en même temps hyper intéressante parce qu'on se rend compte que la littérature, jusqu'aux années 90-2000, regardait ce que l'alimentation faisait au handicap, mais on regardait très peu ce que le handicap faisait aux pratiques alimentaires. Et ce matin, on a évoqué l'idée que l'alimentation elle a une fonction biologique, mais en France, on ne peut pas oublier qu'il y a une fonction aussi sociale, une fonction culturelle de l'alimentation. Et en France, le handicap pose un certain nombre de questions parce que la fonction de l'alimentation est très importante et que les manières de table, le repas a une place encore centrale. Je vais peut-être pas être très originale, mais comme sur la maladie d'Alzheimer, l'autisme, c'est, si on prend ce cas sur la question du handicap, il y a une définition, mais une définition ou des particularités liées aux individus. Donc il y a bien un ensemble de symptômes qui sont plus ou moins présents, qui évoluent au cours de la vie et
qui vont intégrer une diversité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle souvent de troubles du spectre autistique, et donc on a bien cette notion de spectre. Ce qui est important de retenir autour de l'autisme, c'est les difficultés de communication et d'interaction sociale, et les intérêts répétitifs et les intérêts restreints. Et s'ajoute à ce qu'on appelle la dyade autistique, l'hyper ou l'hyposensibilité aux réactions, que ce soit le bruit, le goût, les textures. Donc quand on imagine, quand on mange, quand on est une personne avec autisme, il y a effectivement ce qu'il y a dans l'assiette, mais il y a tout ce qui entoure en fait ce moment du repas. Et donc, si vous prenez un enfant avec autisme dans une cantine classique, c'est très compliqué. Je ne sais pas, en tout cas, moi, en tant que sociologue, j'ai pu aller observer. Déjà, au bout d'une heure, le bruit, c'est un peu insupportable. Et quand on est une personne avec autisme, bah, voilà, il y a effectivement ça, mais il y a aussi les odeurs, c'est les règles aussi, comment on se sert, est-ce qu'on doit se servir tout seul, est-ce qu'il faut faire des choix. Donc tout ça peut être très compliqué pour une personne, pour un enfant avec des troubles du spectre autistique. Parce ça va faire comme si ça faisait plus de bruit pour lui que pour nous, en fait. Il a une sensibilité qui est... Alors c'est très variable du hyper ou hypo, quoi. C'est ça, exactement. C'est très variable et ça aussi, ça peut évoluer au cours de la vie. Donc un enfant qui peut être hypersensible au bruit peut à un moment donné développer une hyposensibilité. Donc c'est très variable en fonction des sens et en fonction des individus au cours de sa vie. Donc effectivement, tout ça est important à prendre en compte et on doit travailler ce qu'il y a dans l'assiette, mais on doit aussi travailler l'environnement social du repas pour mieux accompagner ces personnes avec des troubles du spectre autistique. Mais l'autisme, en tout cas quand on regarde ce que l'autisme fait aux pratiques alimentaires, c'est une question vieille comme le monde, pareil, c'est toute la question de qu'est-ce que le pathologique nous donne à voir sur le normal. Et c'est des travaux qui existent depuis très longtemps en sciences humaines et sociales. Et on voit par exemple comment l'autisme questionne la néophobie alimentaire. Et la néophobie alimentaire, c'est une étape normale dans le développement de l'enfant. Alors vous avez tous autour de vous des enfants qui à un moment donné ont mangé des carottes râpées, ont mangé les pâtes avec du gruyère dessus, et un jour, à un moment donné, vous ne comprenez pas pourquoi ils se disent non. Et c'est une affirmation de son propre répertoire alimentaire. Je ne veux pas ranger ma chambre, je ne mangerai pas le gratin de pâtes que j'ai toujours mangé jusqu'à maintenant, et ça fait partie du développement normal. Et il y a des études dans les années 90 qui montrent que 75-80% des enfants passent par cette étape normale dans le développement. Ce que l'autisme montre, c'est que cette étape, elle n'est pas universelle et qu'elle peut prendre des formes très différentes d'un individu à l'autre. Donc c'est lié au spectre autistique que j'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est également lié à l'environnement social en fait, qui entoure cet enfant-là. Et donc, la néophobie alimentaire qui peut commencer autour de 24 mois, qui va se terminer autour de 6-7 ans. Et il y a des études qui montrent que la néophobie alimentaire continue bien au-delà. Et l'Institut Paul Bocuse a fait une très belle revue de littérature sur cette question de la néophobie alimentaire. Et ben, on voit effectivement que ça peut, chez certaines personnes, continuer à l'adolescence, voire même chez le jeune adulte. Et l'autisme, elle met la focale là-dessus en montrant que cette étape de la néophobie alimentaire, elle peut être plus intense, elle peut être plus marquée et elle peut être, chez certains, même plus intense et plus marquée. Et puis, d'autres enfants, au contraire, ne vont jamais passer par cette étape de la néophobie alimentaire. Donc ça, c'est un des points importants. Mais ce qui est particulier à l'autisme, c'est qu'au-delà de cette néophobie alimentaire, il y a un cumul de difficultés au cours du développement de l'enfant. Et donc, ce n'est pas que la néophobie alimentaire, c'est aussi les problèmes au passage au morceau, au moment de moins de 2 ans, parce qu'il y a des problèmes de déglutition, c'est les problèmes d'apprentissage des manières de table, donc difficiles. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui vont faire que chez ces enfants-là, ça va cristalliser un certain nombre d'éléments. Mais je suis une militante vraiment de parler de particularité alimentaire et pas de troubles du comportement alimentaire. Parce que tout ce que l'on retrouve dans cette population-là, on le retrouve en population générale, mais c'est moins marqué et ça passe un peu plus qu'en population spécifique. Merci beaucoup d'aider les professionnels et moi en tout premier lieu à élargir mon répertoire sémiologique pour pouvoir être juste dans ce qu'on partage. Alors en parlant de répertoire, on a parlé de sélectivité alimentaire, Laure. Alors c'est quoi un répertoire alimentaire et est-ce que ces petits bouts de chou, ils ont tous les mêmes
les mêmes types de répertoires alimentaires, ou est-ce que c'est vraiment personne dépendant? Et qu'est-ce qu'on peut commencer à dire, parce que la thématique de la table ronde, c'est vraiment piste pour l'accompagnement, à ces parents ou professionnels face à ces particularités alimentaires? Comment est-ce que toi tu fais pour aider les professionnels? Alors déjà, je pense qu'il faut savoir ce qui est important, c'est que les enfants en situation de handicap, quel que soit le handicap, pas forcément l'autisme, mais d'autres handicaps comme une trisomie 21 par exemple, ou d'autres syndromes génétiques, sont des enfants qui ont des difficultés d'alimentation extrêmement précoces. C'est-à-dire que dès le début de la vie alimentaire, la succion du sein ou du biberon est déjà compliquée. On a aussi parfois des enfants qui passent par des services de réanimation, de néonatologie, avec des intubations, des oxygénothérapies, des nutritions artificielles, des perfusions, etc., etc. Donc souvent, les enfants en situation de handicap ont des débuts de vie alimentaires et de manière générale compliqués, avec des expériences corporelles négatives et des expériences orales et alimentaires également négatives. Donc quand on commence dans la vie avec des sondes nasogastriques, de l'oxygénothérapie, une intubation, des soins invasifs, des difficultés à créer le lien avec les parents, parce que les parents ne peuvent pas toujours prendre les enfants sur eux pour créer ce lien, ce pot à pot avec ce lien qui va se développer, forcément l'enfant se conditionne, on conditionne l'enfant, l'environnement on va dire médical conditionne l'enfant très très tôt, parfois même au premier jour de vie, à avoir une relation compliquée avec l'alimentation. Donc ça, il faut le garder en tête. Ça ne vient pas de nulle part. Il y a un lien compliqué dès parfois les premiers jours, les premières heures de vie. Donc l'enfant va grandir en fait avec cette impression que l'alimentation n'est pas un plaisir, que l'alimentation est parfois subie, contrainte, douloureuse, qu'elle n'est pas un plaisir, qu'elle n'est pas choisie. Donc une des premières choses que moi je dis aux parents, c'est qu'en fait, il ne faut jamais forcer les enfants. Jamais, jamais forcer les enfants à manger, ce qui peut être parfois très compliqué pour les parents, parce que derrière l'alimentation, il y a la vie en fait. Donc un enfant qui mange, c'est un enfant qui vit. Un enfant qui ne mange pas, ça crée des angoisses parentales qui sont énormes. Donc c'est important quand même de rappeler aux parents qu'il ne faut pas forcer un enfant à manger et qu'il faut surtout laisser l'enfant dans son choix et décisionnaire de ses expériences orales. Donc laisser à l'enfant, même assez tôt, la possibilité de toucher les aliments, de les porter à la bouche, la possibilité de patouiller, ce qu'on appelle patouiller dans l'alimentation, pour se familiariser avec les textures, les odeurs, les températures. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la diversification alimentaire menée par l'enfant? Alors ça, c'est encore autre chose. La diversification alimentaire menée par l'enfant, c'est une manière de diversifier sans passer par la traditionnelle purée cuillère habituelle, où on laisse plutôt le choix à l'enfant de manger des aliments qui sont mous, tendres, mais quand même qui se prennent dans la main plus facilement qu'une purée, même si on peut mettre la main dans la purée et lécher ses doigts, c'est tout à fait possible aussi. Donc ça, c'est un peu différent, la diversification menée par l'enfant. Mais voilà, je dirais peut-être dans un premier temps, ne jamais forcer un enfant et le laisser découvrir, le laisser explorer. J'ai malheureusement beaucoup de parents qui ne supportent pas que les enfants touchent l'alimentation, que les enfants se salissent, entre guillemets, je mets des guillemets, parce que c'est pas ça l'alimentation. Et donc, souvent, les enfants, du coup, ont peur. Si ma maman m'interdit de mettre le doigt dans la purée, c'est que peut-être ça va me faire quelque chose de très grave. Donc voilà, parfois, malgré eux, les parents peuvent avoir des angoisses qui ne sont pas forcément fondées. Et du coup, les enfants peuvent ressentir ça. Donc, laisser les enfants manipuler les aliments, s'approprier les caractéristiques des aliments, leur faire confiance et surtout leur proposer de la nouveauté. Parce qu'on a beaucoup d'enfants qui sont très sélectifs. On en reparlera probablement, notamment avec l'autisme, des hyper-sélectifs activité alimentaire, et en fait les parents disent souvent mon enfant ne mange que 2 ou 3 types d'aliments, donc je ne lui donne que ça. Et le problème, c'est que si on ne donne que ça, l'enfant n'a pas d'occasion de découvrir autre chose. Et donc, je laisserai aussi aux parents vraiment la possibilité de proposer de la nouveauté aux enfants, même si ce n'est pas consommé tout de suite. Voilà, donc ne pas forcer. Première chose, laisser toucher, s'approprier l'alimentation sans avoir peur de se salir. Et troisièmement, proposer de la nouveauté, même si ce n'est pas consommé tout de suite. Ok, bon, ça ouvre bien, mais comme ça, on répond bien on ouvre des pistes d'accompagnement. Merci Laure. Bon, alors pour vous, Morgane, quand vous êtes arrivée, ça a dû vous faire un peu drôle, toutes ces besoins spécifiques et ces sélectivités alimentaires. Oui, c'est vrai que ça change quand même beaucoup du restaurant. Ouais. Il a fallu s'adapter.
Ouais. Beaucoup de dialogue et d'accompagnement avec les équipes encadrantes. Ouais. Accompagner sur toutes les spécificités de mes résidents. C'est qui vos interlocuteurs sur un site, par exemple, quand vous arrivez? Moi, j'ai un chef des encadrants qui est là pour accompagner tous les encadrants et un responsable par unité. Donc, j'ai des unités d'à peu près 7 résidents. Donc, ça tourne au niveau des encadrants et on fait un point tous les 2 mois pour avoir justement les évolutions de goût, de choses comme ça. Qu'est-ce qui vous a surpris? La première chose qui était vraiment marquante pour vous, j'imagine que vous étiez quand même familiarisé avec l'idée que vous alliez nourrir des personnes qui allaient peut-être pas exactement se comporter tel que vous en aviez l'habitude. Qu'est-ce qui vous a marqué? Ça peut être vraiment quelque chose dans le comportement aussi, ou peut-être quelque chose qui vous a touché, qui n'est pas quelque chose de scientifique, mais... c'est principalement qu'ils avaient l'habitude de manger beaucoup d'agro. Quand on arrivait avec Restalliance, c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup d'agro. Et les résidents... Alors, l'agro, c'est des produits qui sont très transformés. Tout ce qui est très transformé en industriel. Donc, passer par-dessus ça, ça a été assez compliqué. Ils étaient vraiment habitués à ça. Donc, et vous ne vouliez pas faire ça? Non, moi, je suis cuisinier de métier. Et moi, ça m'intéresse de travailler le produit. Et voilà, faire plaisir aux résidents, c'est aussi se faire plaisir à soi. Ouvrir des sachets, personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est ce qui me motive à me lever le matin. Faire du fait maison, vraiment des bonnes choses qui donnent envie. Voilà, et puis ça donne aussi envie aux résidents. Donc j'ai des résidents qui étaient très habitués à ça. J'ai qui ont du mal à s'en détacher et je suis obligé de faire des repas, par exemple, hachés pour certains de mes résidents parce qu'ils ne veulent que manger une viande fraîche, ça passe pas. Voilà, donc j'essaye de temps en temps d'en remettre sur une texture normale. Ça passe pas, je fais passer en haché et au moins ça leur permet de manger du produit frais, bien travaillé plutôt que d'ouvrir un sachet. Bien sûr. Simplement, voilà. Alors du coup, tout l'enjeu a été finalement d'imiter les produits agro-industriels pour que ça ressemble pour eux quelque part. C'est ça, pour certains résidents. Bon, il y a d'autres résidents pour qui ne serait-ce que l'approche par les goûts, les odeurs, qui n'avaient pas l'habitude de manger du produit frais, qu'on ne voulait pas. Et le fait de voir que ça sent bon, que les autres se régalent, ils veulent y goûter, ils y viennent au fur et à mesure comme ça. Il y a d'autres résidents pour qui c'est plus compliqué et où je suis entre guillemets obligé d'un peu de tricher. Ça veut dire que vous en mettez quand même un petit peu des produits? Non, je leur fais hacher en leur faisant croire que c'est du produit agro. Je leur dis c'est du nugget sachet, ils le mangent avec plaisir alors que c'est de la viande fraîche. C'est rigolo parce qu'on imagine plus souvent en restauration collective l'inverse, qu'on essaie d'imiter le produit brut et là c'est un peu la démarche inverse, c'est très intéressant. Manger du produit, des bonnes choses tout ça. Super, très intéressant, merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, rebondir, Anne, si tu veux, sur ce propos hyper intéressant. En fait, c'est vrai que les enfants en situation de handicap, en particulier les enfants avec autisme, ont une exigence vraiment d'immutabilité des choses. Il faut que tout soit pareil. Même le packaging doit être le même. Et vous pouvez donner un nugget d'une telle marque ou d'une autre. Si l'enfant voit que le packaging n'est pas le même, il ne va pas du tout l'accepter de la même manière. Donc, c'est vrai qu'ils ne peuvent pas changer beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire que ces enfants qui ont besoin de quelque chose de très rassurant, donc la monotonie, la répétition les rassure énormément et du coup le moindre changement va tout de suite les inquiéter, leur sembler très difficile à intégrer, à traiter et du coup d'y aller progressivement comme vous faites, c'est super parce que ça permet justement d'élargir ce fameux répertoire alimentaire dont tu parlais tout à l'heure, qui est fondamental pour atteindre un certain équilibre alimentaire avec une variété de nutriments. C'est vrai que c'est très intéressant de garder, on va dire, visuellement l'aspect tout en sachant qu'à l'intérieur on n'a pas fait exactement la même chose et que la composition n'est pas la même. Alors, on reviendra sur la partie équilibre alimentaire. Amandine, moi, je voulais revenir avec ma question de est-ce qu'il y a toujours quand même un petit peu les mêmes styles d'habitude? Certes, chaque enfant a un répertoire alimentaire qui lui est spécifique. C'est à peu près le cas de chacun de nous, en tant que mangeur d'ailleurs. Donc là, on a vu que c'était peut-être plus marqué, plus restrictif. Est-ce que ça se ressemble, ce qu'ils aiment bien? Juste pour simplifier la vie de notre chef, est-ce que Les enfants en situation de handicap sont avant tout des enfants. Ouais, c'est on se retrouve avec des préférences très marquées et les produits sucrés, les frites, le pain, les pâtes, les féculents sont les aliments effectivement préférés des enfants, en tout cas dans l'enquête. Et la problématique, en tout cas dans les situations que j'ai pu observer, c'est quand l'enfant mange pendant des semaines et des semaines seulement du pain et des pâtes et de la vache qui rit dans certaines familles. Et donc c'est effectivement des inquiétudes parentales
qui ressortent, parce que être un bon parent, c'est donner une bonne alimentation à son enfant, et une bonne alimentation dans les représentations, c'est pas simplement des pâtes, du pain et de la vache qui rit. Et donc du coup voilà, c'est vraiment tout le travail qui est fait au quotidien par ces parents-là, en fait, qui est au cœur de cette diversité alimentaire et qui va les amener en fait à faire évoluer leur répertoire alimentaire. Donc effectivement, il y a ce qui se passe en restauration collective, ce qui se passe dans les établissements, c'est important. La place des parents, alors moi je les appelle les profanes experts, parce qu'ils deviennent des experts, et ça c'est un autre sociologue qui dit par obligation, la maladie arrive ou le handicap, et les parents se familiarisent avec cette maladie et cet handicap. Donc ils sont au début des profanes, et ils acquièrent au cours du temps une expertise pour qu'est-ce que leur enfant aime, ce qu'il a besoin de manger, et une expertise aussi parce que c'est les seuls qui connaissent l'histoire alimentaire de leur enfant, de la naissance jusqu'au moment de la prise en charge, et dans différents contextes. Parce que l'alimentation, c'est certes au domicile, mais c'est aussi hors domicile. C'est des moments ordinaires, famille restreinte, mais c'est aussi des moments festifs. Alors, le confinement a aidé certaines familles, notamment en population autistique, parce qu'on s'est resserré sur la cellule familiale, on a mis en place des petits rituels, mais l'alimentation, et on l'a vu comme on était en manque de ces moments festifs nous-mêmes, voilà, c'est aussi ça. Donc, les parents ont cette vision globale des pratiques alimentaires de leur enfant. Donc, Mais alors du coup, moi là, je me pose la question de est-ce que c'est pas violent pour un enfant, du coup, d'être en structure collective, moi qui ai besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de calme et beaucoup de spécificité, quoi. Donc je vais vous écouter, Amandine, et puis peut-être Morgane, comment vous percevez, vous, le comportement des enfants? Vous avez l'impression qu'ils progressent, au contraire, qu'en fait, la cellule familiale, je dis des bêtises, elle a tendance à surprotéger? Est-ce qu'il y a ça, comme on est inquiet, parce que c'est des enfants peut-être qu'on étiquette comme fragiles? Est-ce que du coup, ça leur fait du bien, ou est-ce que c'est un peu violent? Comment ça se passe? Mais effectivement, dans l'enquête que j'ai pu mener, on voit bien qu'il y a des gestions très différentes. Et donc, il y en a certaines gestions familiales. Et moi, en tant que sociologue, je ne peux pas vous donner des recettes magiques sur qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais en tout cas, je peux observer ce que les parents font, ou l'entourage nourricier plus largement. Parce qu'on parle des parents, mais la cantine, les structures de prise en charge, les professionnels sont des acteurs aussi importants de ce qu'on appelle plus largement la socialisation alimentaire, en fait. Et donc, on voit bien que c'est important, en fait, de socialiser ces enfants à des contextes différents. Comment vous avez appris à manger? Oui, il y a une place très importante de la place de vos parents, mais vous avez aussi diversifié votre répertoire alimentaire parce que vous êtes allé à la cantine et que vous avez vu votre meilleur ami manger des brocolis, et puis vous n'aimiez pas, mais en fait, pour être votre meilleur ami, il faut quand même être un peu pareil, donc on va manger des brocolis. Et donc, c'est exactement pareil pour ces populations-là. C'est toute la question de la socialisation alimentaire. Mais dans le cas de l'autisme ou le syndrome de Prader-Willi, qui est une maladie génétique et pour lequel les pratiques alimentaires sont très différentes. Ces enfants qui sont anorexiques à la naissance, et puis il y a un processus hormonal, il y a un switch à l'âge de 2-3 ans et ils deviennent hyperphagiques. Donc malgré l'anorexie, il faut prévoir la phase d'hyperphagie qui va arriver autour de l'âge de 3 ans. Et donc, j'ai perdu mon film, je vais essayer d'y revenir, mais cette question de la socialisation, elle a une place très importante de diversifier les milieux pour apprendre à manger de façon... et donc, c'est aussi comme ça qu'on casse les rituels. On casse les rituels dans l'assiette, mais on casse aussi les manières de manger. On ne mange pas toujours dans la cuisine à la même place, mais c'est un accompagnement. Donc, en fait, c'est tout le travail des structures aujourd'hui, c'est comment on sort de cette cellule familiale qui est hyper protectrice à des environnements. Et donc, du coup, pour rebondir, il y a des formes de socialisation alimentaire que les parents mettent en place. Donc, il y a celle centrée sur la famille versus celle centrée sur la famille, parce que quand on n'a qu'un enfant avec autisme, on peut se centrer sur ses particularités, mais quand il y a une fratrie, on peut peut-être élargir les formes de socialisation. Il y a ceux pour qui les parents qui les considèrent avant tout comme un enfant, avant de les considérer comme un enfant en situation de handicap. Donc là, on ne gère pas tout à fait de la même façon. Et puis, il y a les parents qui décident de tout gérer parce que ça les rassure, et ceux qui délèguent une certaine forme de gestion d'alimentation, et ça passe par les structures spécialisées. Et donc, c'est ce que j'appelle ce triangle de la socialisation, qui sont pour moi des grands facteurs d'évolution des pratiques alimentaires en population spécifique. Très bien, merci. Vous les trouvez stressés? Vous les trouvez en tension
quand ils mangent dans votre restaurant ou au contraire, ça va? Après, je rejoins un peu ce que vous dites. C'est vrai que les parents ont tendance à jouer un petit peu, enfin pas la facilité, mais c'est vrai que faire manger souvent la même chose aux enfants est beaucoup plus simple. Moi, il y a beaucoup de choses qu'ils mangent pas chez eux, qui mangent chez moi, parce que qu'ils voient les autres le manger, qu'ils se régalent. Ça passe aussi beaucoup par les encadrants. J'insiste sur les encadrants, mais c'est vrai qu'ils font vraiment un gros travail là-dessus, à goûter devant le résident, lui faire voir que c'est bon, lui faire apprécier la chose, lui faire sentir. Voilà, ça passe beaucoup par ça pour réussir à faire manger certaines choses à nos résidents aussi. Et une fois que ça s'est passé une fois, il faut refaire le travail c'est pas acquis, quoi. C'est-à-dire une fois, si la carotte elle passe une fois, d'accord. Il faut. Après, du moment qu'on donne, je pense, le meilleur de soi en cuisine dans ce qu'on fait, je pense que si c'est bon pour nous, la plupart du temps, c'est bon pour la plupart des gens. Vous goûtez tous les jours ce que vous faites? Oui, je pense que c'est le minimum. Il n'y a rien qui sort de ma cuisine sans que je l'ai goûté et sans que je l'ai validé. Ok. Juste peut-être rebondir, peut-être qu'on met souvent l'idée que les parents choisissent la facilité, c'est peut-être pas le bon terme, en tout cas c'est pas le terme que j'aurais envie d'utiliser, ils ont un rôle de tampon en fait, les parents, ils sont l'interlocuteur principal de cet enfant avec ses spécificités et ce monde social plein de normes, plein de contraintes, et du coup ils ont une place là où ils essayent d'articuler ce monde social avec ses contraintes, manger 5 fruits et légumes, pas manger salé, avoir une activité physique, on l'a entendu ce matin, aujourd'hui, et c'est important. Et j'ai mené une enquête il n'y a pas très longtemps, on voit que l'alimentation a une place importante, l'activité physique aussi, et le sommeil arrive. Et donc aujourd'hui, il faut bien manger, bien bouger et bien dormir. Donc il y a un certain nombre de normes, et du coup, ces parents sont à l'intersection de ça. Ils font de leur mieux avec les injonctions qui leur sont faites d'être un bon parent et de donner la bonne alimentation à son enfant. Et de temps en temps, effectivement, ils les choisissent, mais ils font en sorte que ça se passe bien. Et puis, c'est 3 fois par jour. Donc, si c'est 3 fois par jour des crises au niveau de l'alimentation, on le voit en population générale. Le repas, on l'idéalise. Le repas familial, c'est génial. Tout est beau, tout est mignon. Rappelez-vous, tous vos repas familiaux ne sont pas comme ça. Et de temps en temps, le repas, c'est aussi des conflits, c'est aussi des mauvaises notes, c'est aussi des apprentissages qui sont censés être acquis. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il y a des manières de table qui ne sont pas toujours respectées. Sauf quand mamie est là et qu'elle veille au grain en disant mamie est là, donc on fait attention, il faut bien manger. Mais voilà, quand il n'y a que les parents, ce n'est pas toujours aussi simple. Donc, c'est ça aussi le rôle de parents, c'est aider, accompagner. Et de temps en temps, effectivement, c'est de pouvoir faire face à ces injonctions, à ces besoins de l'enfant, à ses particularités. Et ça, c'est toute la question de la décision alimentaire plus largement. Donc, justement, la grande décision, j'ai l'impression, c'est de se dire, est-ce que j'essaie de faire un équilibre alimentaire ou est-ce que j'essaie de faire du très très bien pour lui pour que ça se passe bien? Et donc du coup, j'imagine qu'il peut y avoir de la culpabilité, quoi, et de se dire, soit c'est un combat, c'est 3 fois par jour et on y va, soit effectivement, et il n'y a aucun jugement, mais c'est de se dire, je surfe la vague, je fais avec. Qu'est-ce que vous leur dites à ces parents et à ces aidants? En effet, les parents sont totalement tiraillés entre le fait que les repas se passent bien, peut-être avec un peu tout le temps les mêmes aliments, comme vous disiez, et les fameuses injonctions, 5 fruits et légumes par jour, etc. etc. Donc c'est très très dur pour eux. Le moment du repas, c'est vraiment la guerre, les larmes. Moi, j'ai des mamans qui me disent j'ai la boule au ventre quand je sais que l'heure du repas arrive. Donc c'est vraiment difficile. Puis parfois, il y a la fratrie aussi qui est là, qui ne comprend pas forcément pourquoi on donne des frites et des nuggets aux grands frères, alors qu'eux, ils ont le poisson avec les épinards, le plat. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est toute la difficulté. Alors il y a un risque nutritionnel quand même qui existe chez les enfants en situation de handicap qui ont une alimentation très restreinte. On retrouve dans la littérature des cas de scorbut de plus en plus d'ailleurs. C'est une carence en vitamine C. On retrouve aussi des carences en fer. C'est les deux principales carences qui sont bien décrites sur cette population d'enfants porteurs de handicap dans la littérature scientifique. Donc c'est vrai, je veux dire, on ne peut pas l'inventer. Ils arrivent avec des vraies carences. Et en même temps, on ne peut pas non plus leur forcer. On a dit on force pas. Voilà, c'est ça. Alors, on a dit qu'on ne forçait pas. Alors du coup, la prise en charge diététique a toute son importance à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver un juste milieu entre le plaisir alimentaire de l'enfant, qui est vraiment le vecteur qui va l'inciter à goûter, à explorer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de plaisir chez l'enfant, il n'y a pas d'exploration alimentaire.
Si l'enfant il n'a pas envie de venir à table, parce qu'à chaque fois on le force, à chaque fois tout le monde pleure, il va certainement pas aller explorer des nouveaux aliments qu'il ne connaît pas. Donc il faut installer le plaisir alimentaire. C'est pour moi fondamental, d'où le fait de... C'est la base pour travailler en fait. C'est un moteur chez l'enfant le plaisir, mais le plaisir c'est un moteur pour tout, pour le langage, pour la lecture, pour les activités physiques. Enfin c'est un moteur très très fort chez l'enfant. D'où le fait qu'avec les jeunes enfants on travaille beaucoup avec des jeux, avec des jouets, etc. Des choses qui sont très ludiques. On ne peut pas leur expliquer comme ça, quelques mois, quelques années, des exercices à faire. Donc il faut vraiment partir du plaisir pour ensuite asseoir des bonnes bases déjà avec une relation qui sera plus apaisée, plus agréable avec l'alimentation pour essayer d'élargir le fameux répertoire, d'élargir le panel et d'élargir du coup tous les nutriments qui vont avec. Alors on peut aussi trouver des solutions dans certains cas où il y a des restrictions très très fortes avec des enfants comme disait Amandine qui ne mangent que du pain, des pâtes et de la vache qui rit. On en connaît, j'en connais. On peut aussi passer par des vitamines sous forme de gouttes, des compléments alimentaires en fait sous forme de gouttes pour les enfants. Il y a aussi cette possibilité-là qui rassure beaucoup les parents aussi, où du coup on redescend un petit peu d'un cran en termes de stress sur tout ce qui est vitamines, minéraux, etc. Et puis souvent d'ailleurs les parents sont moins stressés quand il y a les petites gouttes, ils sont moins stressés et du coup ça permet aussi d'avoir moins de tension à table. Alors je dis pas qu'il faut donner des compléments vitaminiques à tous les enfants. Un budget aussi. Bien sûr, c'est une prescription médicale remboursée? Alors ça, ce n'est pas remboursé. Si je ne dis pas de bêtises, il faut quand même faire un bilan avant, bien sûr, un bilan sanguin avant de donner des suppléments vitaminiques. Mais ça peut vraiment, dans certains cas, soulager beaucoup, apaiser beaucoup les tensions. Et c'est vrai que par rapport à la viande ou à la vitamine C, ça reste quand même, la viande ou les fruits et les légumes frais, crus, ça reste quand même compliqué pour ces enfants. La viande, c'est difficile à mâcher. Les fruits et les légumes crus, il y a du jus, il y a des petits pépins, il y a des petites peaux. Ça fait beaucoup d'informations. Trop d'informations dans la bouche, même visuellement. Un enfant, quand il voit un kiwi, il voit les petits poils de la peau, il voit les petits grains. Donc on épluche, quoi. On essaie quand même de préparer au maximum. Et en même temps, ce faisant, on les éloigne. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être anxiogène, il ne sait pas d'où ça sort, quoi. On peut faire différentes choses. On peut les emmener aussi sur le marché pour leur montrer ce que c'est que les légumes bruts qui n'ont pas été préparés, etc., les fruits et tout ça. Je pense qu'il faut être assez progressif dans la manière dont on amène les choses, pas être trop brutal d'un coup parce que ça ne marchera pas. C'est clair que la transformation des aliments, elle est très intéressante. Habituer les enfants à regarder, sentir, toucher, c'est très intéressant aussi. Mais en tout cas, il faut partir du principe qu'effectivement, par rapport à certaines textures, on peut avoir des défenses sensorielles très fortes et que on sait que par expérience, la viande, les fruits, les légumes, ça reste quand même des choses qui sont compliquées de par la texture et les capacités à tolérer toutes ces informations sensorielles dans la bouche. Juste, je vais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a effectivement, certains parents mentionnent, ou même professionnels, des angoisses liées au moment du repas. Il faut aussi imaginer pouvoir travailler sur ces questions-là en dehors du repas. Parce qu'en fait, c'est des enfants qui sont sollicités en institut ou à l'école ordinaire de 9h jusqu'à midi. Et puis, à midi, on passe à table et on leur demande encore d'apprendre à bien manger, à dépasser leur peur alimentaire et tout ça. Et puis après, on va retourner à l'école. Donc, c'est comme vous, quand on vous dit vous avez une réunion de travail et puis on va continuer la réunion de travail en mangeant et puis vous allez devoir répondre aux questions et puis on va réenchaîner derrière, donc pas de pause. Et donc c'est penser à ça, en tout cas c'est des échanges que j'ai régulièrement avec d'autres professionnels, c'est déplacer aussi ce travail fait autour de l'alimentation en dehors des temps de repas pour baisser la tension de ces enfants à ce moment-là en fait et se dire que on a le droit de rien travailler en fait, on a le droit de manger tranquillement comme nous de temps en temps quand on s'échappe et qu'on mange seul dans son bureau parce que on vient d'écrire un article ou qu'on a été sollicité tout le matin et qu'on a envie d'avoir un peu de calme sur ce moment-là. Donc c'est bien penser à cet aspect-là aussi de faire en sorte que le temps de repas ne soit pas qu'un temps d'apprentissage et de travail pour ces enfants en situation de handicap. Donc on dissocie. On peut dissocier. On peut dissocier. En tout cas, ouvrons cette opportunité-là. Est-ce que vous, Morgane, en tant que chef, vous vous sentiriez
armés pour animer des ateliers culinaires en marge du repas. Et quels bénéfices vous imaginez que ça pourrait avoir de préparer parfois, alors soit c'est préparer ensemble, peut-être que vous pourrez compléter Amandine avec vos recherches, soit vous, votre capacité, plus pour parler de la formation et du fait de vous dire on vous met là, vous pas plus qu'un autre et pas plus qu'ailleurs, mais c'est une réalité quand même. Moi j'ai passé un CAP cuisine, on m'a pas parlé des textures modifiées, on m'a surtout pas parlé de la typologie, de tous les convives que je serais amenée à nourrir. Non, après, ça s'est appris sur le tas. Hein. Ouais. Et voilà, je reprends le fait, à partir du moment où on fait du mieux qu'on peut, voilà, je pense qu'en cuisine, ça plaît. Et si on arrive à comment dire, avec nos résidents, à les faire des petits ateliers. Ouais. Et voilà, ils s'intéressent vachement, voilà, ils s'intéressent beaucoup aux choses qu'on fait. Et ils ont toujours envie de goûter, envie de... Voilà, moi, ils viennent à côté de la cuisine. Des fois, ils me disent, ça sent bon, qu'est-ce que... Enfin, voilà, ils sont à fond dedans, ils sont très... Voilà. Mais est-ce que par exemple une cuisine ouverte aurait des bénéfices du coup pour les rassurer, vu qu'ils aiment bien comprendre et ça les sécurise d'avoir l'information et ça pourrait stimuler aussi tout leur sens. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Cuisine ouverte, je sais pas. Après, c'est vrai que faire des petits ateliers où on peut leur faire mettre la main à la pâte et qu'ils voient certaines choses, c'est une chose. Après, une cuisine ouverte, je pense qu'on passe encore sur autre chose. Mais moi, nos limites. D'autant plus la cuisine ouverte, si on repense à ces hypersensibilités, le bruit, l'odeur, la cuillère qui tombe, voilà. Après, t'es allé travailler dans les structures, je suis pas adaptée, moi. Ça peut être effectivement engendré. Mais alors, c'est très différent d'un handicap, d'un type de handicap à un autre. Après, effectivement, tout ce qui est atelier, je pense, c'est une des clés en fait des apprentissages alimentaires parce que on ne cache pas. On dévoile les choses, on montre, on comprend, et c'est des enfants qui ont aussi besoin de comprendre. Alors, ce qui va de soi pour un enfant typique, parce qu'on l'apprend par imitation, on l'apprend parce que, utiliser les couverts, on l'a appris parce qu'on a vu papa et qu'on veut imiter papa dans sa façon de manger. Papa, il utilise un couteau et une fourchette, et donc on veut faire comme papa. Un enfant qui est en situation de handicap et qui a une cécité, par exemple, il ne va pas apprendre par les aspects visuels. En fait, il ne peut pas imiter quelqu'un parce qu'il ne sait pas ce que fait la personne en face de lui. Donc, il faut expliquer, il faut rendre compte de la complexité. Et l'acte alimentaire, c'est complexe. Hein. Il faut se tenir droit. Si on a une hypersensibilité tactile, peut-être que la chaise n'est pas forcément agréable, donc on réfléchit à où on est assis. Il faut tenir les couverts, il faut monter les couverts, il faut ouvrir la bouche, il faut mastiquer, il faut redescendre la cuillère, anticiper la prochaine. Quand on décrit cet acte-là, c'est très très complexe. Et donc pour ces enfants-là, c'est un peu plus long peut-être l'apprentissage. Et donc c'est rendre compte de cette complexité et essayer de leur simplifier. Et donc ça passe par cet acte autour du manger et de l'assiette, mais ça passe aussi par les transformations et peut-être montrer plusieurs fois. On sait très bien, la néophobie alimentaire en population générale, il faut proposer plus de 10 fois pour dépasser la peur alimentaire. Et peut-être qu'avec ces enfants-là, il ne faut pas se décourager. Peut-être c'est autour de 15 ou 20 fois qu'il faut montrer l'aliment. Et on pense bien que les carottes râpées, c'est toujours les carottes râpées de la même façon. On ne rajoute pas un persil un jour, et quand on est cuisinier, on a toujours envie. Alors, je ne suis pas toulousaine de naissance, effectivement, mais voilà, quand on fait des haricots verts, on veut le faire à la graisse de canard, on met un peu d'ail, on met un peu de persil, et toutes ces petites choses en fait qui en soi, des haricots verts, ça reste les haricots verts. Et si en plus on rajoute un peu de blanc, un peu de persil, et puis avec une petite sauce qui d'habitude on sert les haricots sans rien, ça c'est du changement en fait pour ces enfants-là. Donc essayez de réfléchir. On l'avait travaillé une année à l'université, donc avec des jeunes adultes qui sont rentrés dans le système universitaire, donc avec autisme. C'est la simplification. On avait fait ce qu'on appelait un repas autiste, dans le sens où on voulait simplifier. Et donc, tout le travail a été avec les cuisiniers en disant, oui, alors peut-être ce jour-là, vous allez mettre un peu votre identité de chef de côté et essayer de simplifier le repas, pas tout mélanger, parce que ça aussi, ça peut poser problème, le fait que la viande, les féculents et les légumes soient dans la même
même assiette et peut-être proposer de manière séparée. Et donc là, on voit bien que les peurs alimentaires peuvent être dépassées aussi par ça. Et donc, la première fois, on va peut-être pas manger la viande, mais la deuxième fois, on va peut-être commencer à s'y intéresser. Puis la troisième fois, on va goûter parce qu'elle n'est pas inclue dans le hachis parmentier ou des choses comme ça. Donc, c'est des petites choses que les parents testent et c'est en ça que aussi mettre en avant une expertise au niveau des pratiques alimentaires de leur enfant. Merci Amandine. C'est déjà presque la fin de cette seconde table ronde qui est allée vraiment très 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 vite. Peut-être avant de donner la place aux questions, si vous aviez chacun de vous un conseil à adresser à un aidant professionnel, à un professionnel ou à un parent devenu expert de l'alimentation, ce serait quoi ce qui va lui faire du bien, ce qui va vraiment l'aider à votre avis? Un conseil chacun. Moi, j'ai envie de rester sur le plaisir. Plaisir qui est la porte d'entrée. Oui, vraiment. De partir de ça, c'est vraiment la porte d'entrée, le plaisir. Il faut que l'alimentation soit un plaisir. Si l'enfant veut découvrir, veut aller à la rencontre de nouvelles sensations, de nouveaux aliments, voilà, il faut qu'il ait confiance, il faut qu'il ait plaisir, que ce soit un plaisir pour tout le monde. Pour lui et aussi pour la fratrie et les parents à table. Ça sous-entend peut-être aussi de prendre soin des parents parce que ça, il faut aussi accompagner, j'imagine, parce que sinon, ça se transmet. Hein. Absolument, on fait beaucoup d'accompagnement parental. En fait. C'est pas que l'enfant. Bien sûr. On suit, mais c'est aussi les parents et toute la fratrie. Et on comprend bien que c'est difficile pour eux. Amandine. C'est compliqué. C'est toujours nul un seul conseil. Peut-être c'est rejoindre ça, c'est en tant que parent, mais aussi en tant que professionnel, c'est se faire confiance. Et je pense que ça, c'est une des clés de réussite. Et c'est du coup les échanges, en fait, que ça soit avec les parents, avec la fratrie, avec l'enfant concerné, ne pas l'oublier, parce que c'est lui-même peut avoir un avis, il peut nous dire des choses pour mieux comprendre en fait ses particularités alimentaires. Donc, les professionnels, et je crois que l'alimentation, on le sait, c'est une question interdisciplinaire. Donc, de temps en temps, l'interlocuteur privilégié, ça va être la nutritionniste, mais de temps en temps, ça va peut-être être aussi l'ergothérapeute ou la pédiatre. Donc voilà, c'est ne pas hésiter à s'entourer d'une équipe interdisciplinaire pour se mettre sur la même ligne de conduite. Oui. Merci. Donc pour rejoindre ce que vous disiez, je pense que le plaisir, c'est la base de tout. Est-ce que ça vous aiderait de travailler avec d'autres ? Enfin, c'est ça, en fait, de se dire, moi, ça m'aide, en fait, là, ce que j'ai appris pendant cette table ronde, en fait, moi, je vais pouvoir repartir un peu en se disant, simplification, je leur pose la question aussi, de parler avec les jeunes et tout, de les rencontrer. Tout est bon à prendre, hein, c'est sûr. Et après, comme je dis, personne ne connaît mieux nos résidents que nos encadrants. Et c'est beaucoup de dialogue. C'est toujours eux qui les accompagnent, qui connaissent leurs moindres préférences. Et je pense qu'il faut travailler comme ça pour main dans la main. Voilà, c'est ça, de toute façon, je pense. Le dialogue, c'est ce qui nous amène à réussir. C'est vrai pour l'alimentation, mais c'est vrai pour à peu près tout. On est sûr de ne pas se tromper. Ok, écoutez, merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps, où on me dit non, de prendre ou pas des petites questions ? On va prendre peut-être une question dans la salle, ou si tu as une question qui est bien, peut-être. J'ai une question pour le chef Morgane, c'est adressé spécifiquement. Alors, avez-vous constaté une hausse de la satisfaction des convives lors du passage d'une offre agro vers une offre de restauration traditionnelle? Et si oui, sauriez-vous nous dire à quel niveau? Je vais dire oui. Je dirais au niveau la qualité, du goût, de la présence, d'un petit peu tout, on va dire. Je pense que il n'y a rien mieux qu'un produit frais. Que par rapport à un produit surge, un produit déjà fait agro. Je pense que si on a la capacité de travailler un produit, il faut le faire. Il faut le faire, il faut en tirer le mieux possible. Pour soi-même et aussi pour les convives, tout simplement. Super. Et comment ça se voit un enfant qui est content? Il vous dit merci chef Moi, c'est vrai que au niveau expression, au niveau de la parole, c'est un peu compliqué. Mais toi, tu arrives à voir quand même. Quand on ouvre la porte et qu'on reçoit un gros câlin ou un sourire jusqu'aux oreilles ou des bisous... Alors là, c'est ça leur moyen d'expression aussi. Et puis, à contrario, quand il y a eu un problème le midi, c'est frustration et on le voit de suite. Donc, il n'y a pas de triche. Soit ils sont très contents et c'est sourire jusqu'aux oreilles, des bisous, des câlins, soit la tête, elle n'est pas très contente. Non, mais en vrai, c'est vachement plus facile que la resto traditionnelle. C'est vachement plus chaleureux. Le retour, il est direct. Le retour, c'est vrai qu'on passe le midi, on arrive le soir, on sait que ça s'est très bien passé. Je pense que la boîte des RH de Restalliance est en train d'exploser, tellement vous avez donné envie à tout le monde de venir travailler chez nous. Merci beaucoup.
Chef Morgane, et merci à chacun de nos intervenants de cette deuxième table ronde. Restez avec moi juste... Non, ne restez pas avec moi d'ailleurs. Pas du tout. On va passer à la remise des prix de l'Institut Nutrition 2022 qui seront remis des mains de Christophe Dassonville en premier lieu. Et puis, du coup, je ne sais pas où est le petit chèque que vous devez remettre. Le petit chèque... Christophe, je vous laisse un petit peu introduire rapidement, le plus rapidement possible. Le plus rapidement. Alors, juste quand même, je voulais remercier Anne et puis toutes les tables rondes et les intervenants parce que j'ai trouvé ça passionnant. Et une fois encore, la nutrition est au cœur à la fois de nos enjeux pour nos convives dans le cadre de Restalliance, mais au cœur de nos enjeux personnels, parce que finalement, on apprend beaucoup aussi pour soi, pour sa vie familiale. Je voulais juste dire ce petit mot, donc je ne suis pas rapide. Je vais maintenant remettre le prix de l'Institut Nutrition. Donc, comme chaque année, on décerne un prix pour un projet qui nous a finalement semblé particulièrement pertinent, intéressant. Et en l'occurrence, celui de cette année récompense le Centre Gabriel, qui est un IME, et qui est au cœur des enjeux qui ont été évoqués, puisqu'en fait, c'est une façon un peu originale de traiter de la lutte contre l'obésité, de dépasser finalement les approches un peu traditionnelles, mais pas toujours aussi efficaces, et de concilier finalement des ateliers créatifs dans les démarches d'ailleurs qu'on a vues, aller voir les produits, aller les sourcer sur place, et de l'associer à un élément culturel, notamment la littérature, c'est-à-dire faire exprimer et écrire aux jeunes les choses concernant leur alimentation. Et donc, ça c'est apparu comme extrêmement innovant, original et très concret, qui est aussi un des éléments forts du prix de l'Institut Nutrition. Voilà. Alors, si l'équipe de Lettres Savoureuses veut se joindre à nous pour recevoir ce prix, je vous laisse le faire. Oh là, mais c'est pas un petit chèque, c'est un gros chèque. Non, mais, voilà, j'ai déjà un petit peu présenté. Je vais peut-être vous féliciter, vous remercier. Je vous le donne ou je vous le donne pas? Vous le voulez vraiment? Voilà. Et... Je vais peut-être vous... Ah non, on peut... Très rapide. Très rapidement, très rapide. Oui. Un mot en... Écoutez, tout à fait. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Merci également à tout le conseil scientifique qui nous a discerné ce prix. Effectivement, on a démarré par la démarche scientifique avec l'hôpital Necker, avec l'éducation thérapeutique du patient, avec des programmes de rentraînement, des ateliers, etc. Et nous nous sommes rendus compte que, comme vous disiez, le plaisir effectivement est au cœur de toute modification du comportement. Et c'est la raison pour laquelle on se rapprochait des restaurants à proximité de notre commune et également des artistes en résidence pour mettre en place ce projet innovant et pour retrouver en fait la notion de base, le plaisir de manger sainement, simplement. Et je suis accompagnée donc de la médiatrice culinaire, Madame Parolisi, et de l'éducatrice spécialisée notamment en syndrome Prader-Willi, puisque nous sommes également labellisés pour accompagner ces publics, des adolescents en situation de syndrome Prader-Willi. Voilà, merci encore une fois, merci beaucoup. Et le projet va donc démarrer dès la rentrée en septembre 2022. Merci. Alors nous allons maintenant passer à la remise du prix coup de cœur du public. Je ne suis pas encore à l'écran. Remise du prix coup de cœur du public. C'est une innovation pour cette année 2021. On a fait appel à la communauté de toutes les personnes qui nous ont envoyé des dossiers pour postuler au prix de l'Institut Nutrition. On a fait appel à leur communauté pour dire on va donner un petit coup de pouce en plus à un projet qui sera choisi par notre communauté et la communauté de toutes ces personnes qui nous ont envoyé des super beaux dossiers. C'est toujours un crève-cœur parce qu'on aimerait que tout le monde soit lauréat. Et en l'occurrence, c'est Mathilde Coq, directrice générale de Restalliance et membre du conseil d'administration, qui va remettre ce prix. Alors effectivement, pour ce prix qui est une nouveauté, le lauréat a crevé les scores puisque
Anne, je crois que c'est 1780 votes. Juste pour ce projet-là. Voilà, pour ce et projet-là. 2500 et quelques pour la globalité. Donc c'est vraiment Il y a eu un coup de cœur. coup de cœur. Un coup de cœur sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est le centre associatif lyonnais. Alors, c'est un hasard, hein, parce que on n'a pas triché, mais c'est effectivement de dialyse qui remporte donc ce prix du jury pour son projet. Alors, moi, j'aime beaucoup le nom parce que je ne sais pas si c'est un point qui a joué dans le choix, mais universel, puisque en fait, le centre de dialyse donc s'occupe de faire de la recherche et de l'accompagnement pour des patients avec des maladies rénales. Et sur le projet, mais je vais peut-être appelons-les. Pour remettre ce prix, et je pense que vous en parlerez encore mieux que moi. Voilà, en tout cas, félicitations, bravo, et je vous laisse la parole. Du coup, merci beaucoup. Donc, c'est avec grand plaisir que je reçois ce prix. Donc, effectivement, je fais partie de Calidial, qui est donc un centre associatif de dialyse lyonnais, notamment sur Vienne, avec d'autres centres également. J'ai également la chance, de par mon statut étudiante, doctorante, de faire partie de plusieurs organismes, dont mon laboratoire, les Hospices civils de Lyon, Calidial. Donc effectivement, ça augmente le nombre de participants pour ce prix-là. Je remercie évidemment mon maître de thèse qui m'accompagne chaque jour dans mon projet. Donc, ce projet fait partie intégrante de mon projet de thèse. Donc, c'est une super opportunité pour moi puisque le fait de pouvoir bénéficier d'un encadrement et puis d'un accompagnement, notamment sur la visibilité, c'est plus que bénéfique pour une thèse. Donc, j'en suis plus que ravie. Et puis, je remercie mon maître de thèse, je remercie également Calidial, le docteur Caillet de Baudouin, et puis Anne-Laure Camaroc, et puis l'ensemble de toute l'équipe qui m'a beaucoup aidée, notamment le service communication aussi, qui a fait un super travail. J'espère pouvoir aussi apporter un peu. En 2 mots, on est en train de développer des outils de prédiction qui permettraient de pouvoir estimer en routine clinique l'estimation de la consommation de sel et de potassium chez les patients insuffisants rénaux, et donc avec un côté soignant, donc qui pourrait permettre d'estimer ces consommations pour améliorer la prise en charge et la prévention. Et de l'autre côté, le patient pourrait lui-même estimer et s'auto-évaluer à domicile, et donc pouvoir réguler ses consommations et ses comportements alimentaires, donc éviter l'effet de frustration. Voilà. Merci beaucoup et bravo pour ce prix coup de cœur. Je ne sais pas si on a eu le temps de prendre une petite photo avec juste Tchouk, toutes les deux, si tu veux tenir. Voilà. Alors, quelques points d'actualité de l'Institut Nutrition, juste avant de rappeler tous les intervenants pour les remercier chaleureusement pour cette très belle édition. À l'Institut Nutrition, on passe on ne s'arrête jamais, et donc on va publier le mois prochain un rapport prospectif que nous avons co-créé avec le CREDOC pour vous donner du coup une projection sur que mangeront nos aînés en 2030. Et donc c'est un rapport prospectif que nous avons réalisé avec un certain nombre d'experts. Je sens que ça va passer 2 d'un coup. Nous vous donnons prochainement, notre prochain événement, ce sera dans le cadre de la semaine de la dénutrition 2022, et nous innovons puisque nous organiserons un cookinaire, c'est-à-dire une sorte de masterclass culinaire avec une table ronde. Et donc j'aurai le plaisir d'animer aux côtés des étudiants d'Unilassal ce très beau format innovant pour parler de la dénutrition, mais toujours avec notre expertise, de parler du plaisir de manger et de cuisiner. Et enfin, retrouver des nouveaux épisodes de nos podcasts dans l'assiette 2. Donc on a des nouveaux épisodes de nos mangeurs, et puis on a une petite déclinaison avec la version expert, puisqu'on interviewe aussi maintenant des experts, dont Jérémy Pellet. On n'a pas encore la petite jaquette qui va bien, mais qui est présent ici. Et donc du coup, chacun pourra se nourrir, soit en écoutant des mangeurs nous raconter ce qu'ils vivent dans l'assiette, et aussi en écoutant des experts nous donner des clés et nous partager leur expertise.
Cette fois-ci, je crois que c'est vraiment la fin de ces rencontres. Juste pour vous dire que la semaine alimentation santé, elle, de la métropole de Lyon, se poursuit jusqu'au 5 juin et je vous invite à consulter le programme sur le site internet. Et quant à moi, il me reste à vous remercier très chaleureusement de votre participation nombreuse. Merci d'être venus nombreux ici à Lyon et de nous avoir suivis également en direct. Je pense que l'un des mots de la conclusion, elle est un petit peu exigeante en réalité à mener. J'ai l'impression qu'au cœur des échanges, on s'est parlé du bon sens pour stimuler tous les sens et mobiliser vraiment cette intelligence collective et cette dimension partenariale entre la clinique, les chercheurs et les personnes jusqu'au chef cuisinier pour venir entourer nos mangeurs fragiles au plus près de leurs besoins spécifiques. Et merci à chacun de vous et à chacun de ceux qui le font dans leur activité du quotidien. Et j'invite tous les intervenants à venir me rejoindre pour clôturer ces rencontres en les remerciant très très chaleureusement, ainsi que toutes les équipes techniques et Maud et Anne-Esther qui ont été des parfaites chevilles ouvrières de cet événement. Plus près de moi. Voilà, merci. Je pense que c'est...